America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالروح بالدم تكون لعنة عليكم نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahel et Marim Abdou pour vous accompagner au micro. Le président américain en campagne pour un second mandat s'était engagé le 28 janvier dernier à répondre à la mort de 3 militaires américains suite à une frappe de drone en Jordanie, près de la frontière, à cheval entre la Syrie et l'Irak. Une nouvelle étape qui fait craindre une escalade des tensions déjà grandes dans la région. Je tiens à souligner que nous avons eu une journée difficile la nuit dernière au Moyen-Orient. Nous avons perdu 3 âmes courageuses lors d'une attaque contre l'une de nos bases. Et nous répliquerons. Que Dieu vous bénisse. La République islamique d'Iran ne salue pas l'escalade de la violence dans la région, mais elle n'est pas impliquée dans les décisions prises par les groupes de résistance sur la manière avec laquelle ils soutiennent la nation palestinienne ou se défendent contre toute agression ou occupation. Les forces américaines en Irak et en Syrie ont subi au moins 165 attaques de drones ou tirs de roquettes depuis la mi-octobre, selon un responsable officiel. Le porte-parole du gouvernement jordanien a de son côté condamné l'attaque qui vise, précisera-t-il, des troupes américaines qui coopèrent avec la Jordanie pour faire face au terrorisme et sécuriser la frontière. Fin de citation. Ce mercredi soir, une frappe de drone a pris pour cible dans un quartier de Barded un haut commandant des brigades du Hezbollah, Abu Bakr Saadi, une frappe qui intervient près d'une semaine après des bombardements américains en Irak et en Syrie, en représailles après une attaque de drone menée en plein désert jordanien à la frontière syrienne. Des représailles confirmées par John Kirby, porte-parole du Conseil national de sécurité des États-Unis. Ces cibles ont été soigneusement choisies pour éviter les victimes civiles et sont basées sur des preuves irréfutables. Elles étaient liées aux attaques contre le personnel américain dans la région. De son côté, le ministre de l'Intérieur iranien condamne la riposte. Nous rejetons et condamnons ces attaques qui attisent les flammes de la résistance. Ils doivent agir avec sagesse, mais c'est peu probable de la part des Américains. Si c'était le cas, ils arrêteraient de soutenir le régime sioniste. Avec nous en ligne à partir de Bruxelles, Monsieur Alain Deneuve, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes spécialiste en armement et en stratégie militaire, analyste auprès de l'Institut Royal Supérieur de Défense et de Sécurité de Bruxelles. Monsieur Alain Deneuve, cette escalade nous interroge sur la présence de bases étrangères, notamment américaines au Moyen-Orient. Que représente-t-elle sur le plan stratégique, Monsieur Alain Deneuve? Alors ces bases font partie du maillage stratégique qu'ont développé déjà depuis de longues années les États-Unis à travers le monde. En fait, les États-Unis sont vraiment la seule puissance qui se partage l'ensemble de la planète en commandement. Ces bases, et notamment les bases situées au Moyen-Orient, sont évidemment un élément clé dans ce maillage stratégique. Ça leur permet d'avoir des relais sur place, des relais militaires, des relais diplomatiques, mais aussi de permettre le transfert d'une certaine logistique ou encore le déploiement de forces pour répondre rapidement à des situations de crise. Le transfert d'une certaine technologie, laquelle serait-elle ?
sont surtout des moyens aériens qui sont déployés sur place avec des capacités évidemment de frappe en missiles et en bombes. Vous avez aussi des bases qui abritent des drones. Ce sont aussi des bases parfois qui servent à l'entraînement conjoint avec les forces armées des pays hôtes. Il y a des accords conclus entre le pays hôte et les États-Unis pour, je dirais, l'orientation, la destination fonctionnelle de ces bases. On parle souvent de bases secrètes. En fait, certes, elles sont secrètes, mais elles ne sont jamais clandestines. Ce sont toujours des bases qui sont établies sur base d'accords avec les autorités nationales du pays hôte. Ce sont les règles de l'extraterritorialité qui s'appliquent dans ce cas-là. Quels seraient les objectifs de ces bases dites secrètes ? Alors, la question est de savoir est-ce que vraiment elles sont secrètes pour tout le monde. Oui. Je parlerai plutôt d'une certaine discrétion qui entoure non pas tant les bases, mais plutôt leur destination. Par exemple, en Israël, il y a toujours cette interrogation sur cette fameuse base 512. Dans le Negev. Qui accueille des forces américaines. On pense qu'il y a là un radar avancé qui permet effectivement de faciliter l'interception des missiles ou de toute menace aérienne qui pourrait frapper les forces dans la région ou un allié. Donc les technologies qui sont déployées sont des systèmes technologiques américains, surtout des systèmes technologiques aériens. Il n'y a pas de technologie exotique inconnue, je dirais, au bataillon qui se trouve là. Mais on voit véritablement que, je dirais, dans cette stratégie globale américaine vis-à-vis de l'ensemble du monde, les bases qui sont situées notamment au Moyen-Orient sont fondamentales pour, je dirais, le dispositif américain en général. Alors, il faut quand même reconnaître que, avec le temps, ces bases, même si elles ont toujours un caractère fondamental, parfois se sont pas toujours avérées nécessaires, dans la mesure où les forces armées américaines disposent aussi de moyens d'action sur longue distance. Par exemple, la dernière opération de représailles qui a été conduite par les Américains à l'aide de bombardiers B-1 Lancer. Oui. Ils sont partis du territoire américain, ce qu'on appelle le Continental United States, pour aller ensuite se rendre au plus proche, je dirais, de la zone sur laquelle il avait lieu de frapper et ensuite de retourner. Donc, il y a une capacité quand même de projection de force à distance qui fait que, certes, ces bases régionales sont utiles, sont nécessaires, font partie du maillage stratégique américain, mais s'il devait y avoir une remise en cause de leur présence, il y aurait toujours la capacité pour les Américains d'intervenir depuis une longue distance. Donc on sent bien que ces bases ont une utilité logistique évidente, mais elles servent aussi à assurer une présence à la fois politico-militaire, diplomatique. Ce sont des systèmes d'alliance qui se traduisent par ce genre d'infrastructure. Vous avez évoqué tout de même la base 512. Il y a eu un déni américain avant que cette information ne soit finalement confirmée par les autorités états-uniennes. Une base qui se trouve, je le rappelle encore une fois, dans le désert du Negev, Sahara al-Naqab. Oui, les États-Unis n'aiment pas beaucoup, mais on peut le comprendre, n'apprécient pas beaucoup que l'on évoque ouvertement l'existence de telles bases. Et il faut bien avouer que même les pays hôtes ne sont pas toujours très à l'aise avec le fait de reconnaître la présence sur leur sol de forces armées américaines, surtout que, ces forces armées américaines, ces bases, sont régies par le principe d'extraterritorialité. Donc vous avez quelque part, je dirais, des parties de sol américains dans les territoires du Proche et Moyen-Orient. Et oui, les Américains n'apprécient pas le fait que l'on s'intéresse à ces bases. Il faut bien se rendre compte que les systèmes que l'on soupçonne d'être présents sur cette base, des systèmes d'écoute, des systèmes de renseignement, des systèmes radars pour l'interception, ce sont des systèmes informationnels qui sont quand même très spécifiques, qui sont essentiels dans la gestion et la conduite de la guerre moderne. Donc, de toute évidence, quelle que soit, je dirais, la destination de cette base, l'utilité ou les technologies qui y sont déployées, ce sont quand même des éléments fondamentaux dans, je dirais, la projection de puissance américaine. Et c'est peut-être pour cela aussi qu'il y a parfois, effectivement, un déni dans les premiers instants. Et puis, en fait,
ce sont souvent des secrets de polichinelle. C'est-à-dire que ces bases sont connues, ces bases sont présentes, elles ont toujours été présentes. Il peut y avoir des accords qui se défont et parfois d'autres accords qui se font. Et on a parfois des situations paradoxales, comme par exemple du côté de Doha, où le Qatar accueille effectivement à la fois le bureau du Hamas et à la fois une base américaine. Donc on voit bien qu'il y a on a des situations parfois assez cocasses, je dirais, en la matière. Nous parlions à l'instant de bases des États-Unis au Moyen-Orient, les bases connues au Qatar, aux Émirats arabes, en Arabie saoudite également. Toutefois, jusqu'à très récemment, Tower 22, un camp où seraient basés 350 soldats américains, était très discret. C'est un camp situé à la frontière avec la Syrie et qui a pignon sur l'Irak. Cibler ce camp, c'était vouloir mettre la lumière sur l'existence de ce camp dans une région particulière? Oui, en fait, cette base en particulier est présente sur un axe stratégique au niveau de la région. Les États-Unis y tiennent assez fort parce qu'elle permet de contrôler cet axe est-ouest qui traverse le Moyen-Orient. Et c'est pas un hasard si elle a été frappée. Il s'agissait aussi pour la résistance islamique de signifier que, eh bien, ces bases, même si ce sont des bases américaines, même si on peut supposer que ce sont des bases quasi inviolables, eh bien non. Il y a moyen, par certains artifices, notamment l'utilisation de drones de faible coût, de quand même frapper ces bases, de passer à travers les systèmes de défense et de créer des pertes du côté américain. Au-delà de la frappe qui est réalisée, c'est aussi une démonstration de force, c'est aussi une invitation très certainement à d'autres mouvements de résistance de les convaincre qu'il y a moyen de frapper des Américains, qu'ils ne sont pas à l'abri nécessairement derrière leur capacité technologique. C'est ça qui a surpris. Et ceux qui ont frappé savent que les États-Unis sont particulièrement sensibles sur les pertes humaines. C'est ça. Les forces américaines en Irak et en Syrie ont subi au moins 165 attaques de drones ou tirs de roquettes depuis la mi-octobre. Les États-Unis ripostent. Néanmoins, le président américain n'ordonne pas de frappe contre l'Iran, en dépit de l'insistance des républicains. Comment l'expliquer? Il y a une très grande prudence de la part des États-Unis, mais aussi une très grande réserve du côté de l'Iran. Il faut bien se rendre compte qu'il y a une relative modération dans les deux camps. Pour les États-Unis, il est hors de question de frapper directement l'Iran, parce que les conséquences qui pourraient découler de frappes directes sur le territoire iranien seraient absolument gigantesques. Ça pourrait entraîner une déstabilisation de la région, une radicalisation d'un certain nombre de politiques et de représailles. Si cette hypothèse devait survenir, on imagine bien que l'ensemble du Golfe Persique serait entièrement paralysé, ce qui mettrait à mal l'ensemble du commerce mondial. Donc, les États-Unis connaissent, je pense, leurs limites. L'Iran aussi, c'est-à-dire que malgré, je dirais, l'apparence du discours qui peut être porté par les leaders iraniens, on a quand même une certaine modération dans les actions, dans les représailles. L'Iran ne veut pas être la cause directe d'une guerre majeure régionale qui aura des implications mondiales. Donc on voit bien que les uns et les autres savent qu'il y a des lignes à ne pas franchir. Exactement, et qu'il y a une volonté de restreindre l'utilisation de la force malgré tout. Il y a une volonté de contenir le niveau, le degré de représailles pour éviter que ce conflit ne s'étende pas à l'ensemble de la région. La force se joue ainsi sur un tapis de velours, monsieur Alain Deneuve. 900 soldats américains déployés en Syrie, 2500 en Irak, dans le cadre, indique Washington, de ce qu'elle qualifie de lutte contre Daesh. Cette présence peut-elle provoquer un risque d'escalade ? Ça peut être toujours le cas, c'est-à-dire qu'on a quand même un dispositif militaire étranger, donc américain, qui se trouve effectivement sur le sol de pays hôtes, et donc inévitablement, de par leur simple présence et le simple fait que plusieurs forces, parfois hostiles, adverses, ensemble, se côtoient, il peut toujours y avoir un risque d'escalade qui parfois peut être provoqué par un incident auquel personne n'aurait nécessairement pensé. L'histoire militaire regorge de ce genre d'événements, donc il faut toujours être prudent. Ce sont des points stratégiques sur lesquels il faut être très attentif. Je pense très sincèrement que
à la fois les États-Unis, les pays autres et les acteurs qui sont adversaires des États-Unis dans la région sont conscients de cette situation, sont conscients qu'ils ne peuvent pas tout faire, qu'il faut éviter un certain nombre d'actes, un certain nombre de types de représailles. Il faut jouer effectivement sur une graduation de la force, un moyen pour à la fois effectivement réagir tout en évitant une escalade qui pourrait dégénérer en autre chose. Monsieur Alain Deneuve, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Ce fut un plaisir. Tout partagé, merci, au revoir. Alain Deneuve est spécialiste en armement, en stratégie militaire, analyste au sein de l'Institut Royal Supérieur de sécurité et de défense de Bruxelles, et il était avec nous à partir de Bruxelles. L'armée d'occupation a intensifié jeudi ses frappes sur Rafah, accentuant les craintes sur le sort de plus d'1 million de Palestiniens piégés à la frontière, par ailleurs fermée avec l'Égypte, dans le sud de la bande de Gaza, où sont entassés 1,3 million de Palestiniens déplacés par des opérations meurtrières de l'entité sioniste. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a prévenu qu'un éventuel assaut sur Rafah augmenterait de façon exponentielle ce qui est déjà un cauchemar humanitaire. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des témoins et des sources hospitalières ont fait état de frappes mortelles dans le sud de la bande de Gaza, notamment à Rafah où des députés occidentaux ont fait le déplacement en guise de force de soutien aux Palestiniens. Sur les lieux, ils dénoncent. Ils ne peuvent justifier la mort de plus de 27 000 Palestiniens à Gaza, dont une large partie de femmes et d'enfants, perpétrée par l'armée israélienne et près de 400 autres en Cisjordanie, ni la catastrophe humanitaire et sanitaire en cours. Son ampleur est telle que la Cour de justice internationale évoque un risque grave génocidaire. Elle demande aux États qui se reconnaissent dans sa juridiction de tout faire pour l'éviter. Nous sommes là pour y contribuer, en étant la première délégation de parlementaires étrangers à venir ici, à portée de voix de la population gazaoui. Avec nous en ligne à partir de Berne, monsieur Georges Martin. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes diplomate suisse. Vous avez été en poste notamment en Afrique du Sud. Monsieur Georges Martin, aujourd'hui nous assistons à une étape supplémentaire dans les violations des droits humains. La justice internationale ne semble être qu'une manifestation de la loi du plus fort. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est à la fois une tragédie humanitaire, c'est dans l'urgence parce que des gens meurent chaque heure, chaque minute, et c'est aussi un énorme fiasco politique. C'est plus de 75 ans que dure ce fiasco politique. La question palestinienne n'a toujours pas été résolue alors qu'elle aurait dû l'être depuis longtemps. Les responsabilités, je pense qu'on les connaît, c'est pas un secret. C'est le refus par la communauté internationale d'exercer sur Israël les pressions voulues pour créer un État palestinien. C'est une revendication tout à fait légitime. On peut ensuite décliner les responsabilités et le fardeau de ces responsabilités en fonction des différents acteurs internationaux. Mais vous avez tout à fait raison. On connaît très bien la réalité que la justice internationale, ce n'est qu'une manifestation des plus forts. La décision de la Cour internationale de justice doit être suivie par une position ferme du Conseil de sécurité, une position qui tarde. Est-ce encore une fois les clivages politiques qui paralysent toute solution au désastre qui survient à Gaza? J'aurais envie de vous répondre, une résolution de plus, qu'est-ce que ça amènerait? Oui. Les centaines de résolutions par rapport à cette question-là qui n'ont pas été suivies des faits sont un vrai scandale. C'est aussi le scandale politique de notre temps. Franchement, vous avez raison, l'ONU en ce moment ne peut guère faire plus que ce que les différents acteurs lui permettent de faire. Je pense pas que la solution viendra des Nations Unies. C'est clairement un pays dont l'influence est majeure au niveau international qui a les clés du problème. C'est-à-dire les États-Unis. C'est-à-dire les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis. Mais si je peux me permettre, je vous en prie. Il y a longtemps que je m'occupe quand même par intérêt de cette question. Oui. Et il y a une chose qui m'étonne profondément. On a assisté au cours des dernières années, notamment par les accords d'Abraham, à la lente évolution, lente dérive, si on peut l'appeler ainsi,
de certains pays arabes vers Israël. Enfin, on se reconnaît, on entretient des rapports et des relations, etc. C'est clairement les Palestiniens qui ont, entre guillemets, payé le prix, puisque je pense que pas mal d'acteurs souhaitaient que la question palestinienne tombe dans les poubelles de l'histoire et qu'on n'en parle plus. Maintenant, depuis le 7 octobre, on reparle de la question palestinienne. Et ce qui m'étonne, moi, c'est que certains pays arabes, qui auraient une partie aussi de ces clés, qui pourraient exercer sur Israël l'influence nécessaire et souhaitable en vue d'une solution, ne le font pas. Je pense que l'arme du rapprochement, ou de la normalisation, comme ça, oui. L'arme du rapprochement, ce serait une arme massive aussi à l'égard d'Israël. Parce que même le gouvernement actuel israélien, qui dérive vers des extrémismes qu'on ne pouvait pas imaginer il y a encore quelques années, n'est pas insensible à cette arme-là. Il a, je pense, misé énormément sur ce rapprochement avec certains pays arabes. Et si ces pays arabes, bon, c'est évident que le Qatar joue un rôle, le rôle que nous connaissons dans la médiation. Mais pour l'instant, s'ils agissent, et ceux qui agissent, en ordre complètement dispersé. Je pense que les pays de l'accord d'Abraham, les pays arabes, auraient une influence sur Israël malheureusement qu'ils n'utilisent pas. Cette normalisation, des accords d'Abraham, conforte Israël aujourd'hui dans ses attaques, dans les opérations qu'elle mène, dans sa position actuelle? Oui, absolument. Absolument, parce que, par omission, je dirais, parce qu'elle se tait, parce que ces pays se taisent. Ces pays n'exercent pas sur Israël l'influence qu'ils pourraient exercer. Tant que ces pays-là sont potentiellement pas des pays qui prendraient toute l'influence qu'ils pourraient prendre sur Israël, je pense qu'on peut dire, comme vous dites, que cela aide Israël, certainement. En dépit des manifestations intenses que connaissent plusieurs capitales occidentales, en dépit d'une forte mobilisation, notamment de politiques, les accords d'armement conclus avec Israël ne sont pas gelés, n'ont pas été gelés. Au contraire, ces accords continuent à exister aux États-Unis, par exemple, en contournant le Congrès américain. Comment jugez-vous cela? Oui, alors c'est une question centrale que vous abordez. C'est la paralysie de l'ensemble du monde occidental dès qu'il s'agit d'Israël. Là aussi, c'est une question qui m'a beaucoup intéressé. Dès qu'il s'agit d'Israël, l'Occident, tout d'un coup, perd son sens critique, perd ses valeurs, tout simplement. Comparer l'Ukraine à Israël, comparer la réaction occidentale par rapport à la Russie et la réaction occidentale par rapport à Israël, on ne peut pas comparer, ça n'a rien à voir. Donc, effectivement, je pense que l'Occident a mal à ses valeurs. L'Occident est dans le double standard, dans 2 poids, 2 mesures, dès qu'il s'agit d'Israël. Alors après, on peut analyser les raisons concernant les différents pays, l'Allemagne, l'Autriche, bon, c'est clairement l'histoire. Mais l'ensemble de l'Occident, par rapport à cette question de l'Holocauste et de la Shoah, estime qu'elle ne peut rien dire de négatif à l'égard d'Israël. Ça va si loin que dans certains pays, on voit très bien que la définition même de l'antisémitisme a été suffisamment élargie pour inclure l'antisionisme, pour inclure les critiques à l'égard d'Israël, même les critiques les plus sereines, les moins excessives. Tout devient de l'antisémitisme. Et l'Occident, c'est comme si elle n'avait plus de mains, plus de jambes, dès qu'il s'agit d'Israël. Vous évoquez le double standard. Faut-il voir ce double standard également dans la décision qu'a rendue la Cour internationale de justice? Cette même Cour a été bien plus tranchante au sujet de l'Ukraine, moins au sujet de Gaza. Ça va dans le même sens de ce que je vous disais. Effectivement, mais vous savez, la Cour de justice m'a surpris en bien, comme on dit chez nous. Quand même, j'étais pas certain au départ, lorsque l'Afrique du Sud a déposé sa requête, que la Cour de justice dirait ce qu'elle a dit. Donc, en définitive, il y a quand même eu un progrès. On a parlé quand même, c'est énorme, on a utilisé les termes de génocide. Probable génocide. Probable génocide. Jugé sur le fond, mais malgré tout, on a demandé à Israël, on a mis ce terme dans une phrase, demandant à Israël de veiller à ce que rien ne soit entrepris qui pourrait aboutir à cette situation de génocide. Probable génocide, a indiqué la Cour internationale, en dépit des presque 30 000 morts déclarés à Gaza. Oui, ces morts sont une tragédie absolue. Mais le génocide va au-delà, est sustenté par les différentes prises de position des membres du cabinet israélien et du parti au pouvoir.
Clairement, l'objectif de ce parti-là, et probablement de membres du gouvernement, et ils ne l'ont pas caché, c'est de vider Gaza jusqu'au dernier habitant. Et vous savez, lorsque un pays bombarde les immeubles détruits, tout a été détruit, mais on continue à bombarder, c'est du terrorisme. Il n'y a pas d'autre terme. Vous savez, les événements du 7 octobre sont absolument tragiques et condamnables. Mais tout autant tragique et peut-être plus condamnable encore, ce sont les 75 ans d'occupation. Moi, j'étais dans la région, et lorsque vous rencontrez des familles dont les grands-parents des grands-parents ont été humiliés, ont été tués, ont été expulsés de leur maison, comment voulez-vous que les nouvelles générations soient apaisées et sereines? Ce n'est tout simplement pas possible. Monsieur Georges Martin, avez-vous été étonné, et je suppose que non, par la démarche engagée par l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice? Non, parce qu'il se trouve que j'étais aussi diplomate en Afrique du Sud. Voilà. Au tout début de ma carrière. Oui. Et effectivement, je pense que si un pays pouvait prendre ce type de démarche, c'était l'Afrique du Sud précisément. Parce que l'Afrique du Sud sait ce que c'est l'apartheid. Je vous raconte une petite anecdote. Lorsque j'ai quitté l'Afrique du Sud, une personne sud-africaine m'a dit « Ah, vous allez en Israël, ne faites pas l'erreur de nous comparer, nous n'avons pas de territoire occupé en Afrique du Sud. » Et lorsque je suis arrivé en Israël, c'est incroyable. Une dame me dit dans une réception « Ne faites pas l'erreur de nous comparer, nous n'avons pas d'apartheid. » Or, j'ai découvert lors de mes années ou de mes mois en Israël que l'État d'Israël est basé sur le concept de l'apartheid. C'est évident, c'est une évidence. Et on le dit aujourd'hui. Mais combien d'années a-t-il fallu attendre pour qu'on le dise, qu'on ose le dire ouvertement? Mais encore aujourd'hui, lorsque on le dit, on se retrouve accusé d'antisémitisme. Donc, toute cette affaire, finalement, ne pouvait être lancée que par l'Afrique du Sud. Et ça l'a été, j'en suis reconnaissant personnellement à l'Afrique du Sud et je n'en suis pas étonné. Monsieur Georges Martin, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. C'est un plaisir, madame. Georges Martin était ambassadeur de Suisse et ancien secrétaire général du département des affaires étrangères à Genève. Il a été diplomate dans plusieurs capitales, notamment en Afrique du Sud. Semaines après que la Cour internationale de justice a émis une injonction provisoire à l'encontre de l'entité dans l'affaire de génocide portée par l'Afrique du Sud, cette dite force d'occupation continue de défier les décisions de la Cour, qu'il s'agisse d'autoriser l'aide humanitaire ou de stopper tout acte de massacre. Dans l'affaire de génocide portée par l'Afrique du Sud, la Cour internationale de justice a statué, rappelez-vous, le 26 janvier, je cite, qu'Israël devait s'abstenir de tout acte de meurtre, d'attaque ou de destruction à l'encontre des habitants de Gaza et prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir un génocide. Avec nous en ligne à partir de Doha, Madame Jawida Siassi, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes avocate algérienne, membre des barreaux de New York et de Washington, spécialisée dans les litiges et l'arbitrage international en lien avec la protection des droits de l'homme et la poursuite des crimes de guerre et des génocides. Madame Jawida Siassi, aujourd'hui, rien ne dissuade les forces d'occupation. Comment l'expliquer ? C'est vrai que la Cour n'a pas de mécanisme d'exécution. On pense, il y a toute une école de pensée qui pense que les instances judiciaires comme la Cour pénale internationale ou la Cour internationale de justice, les Nations Unies ont des hélicoptères noirs qui vont atterrir pour faire exécuter cette... Non, ce n'est pas comme ça. La question est inscrite automatiquement devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Comme vous le savez, l'Algérie vient de commencer 2 années d'avoir été élue comme membre permanent du Conseil de sécurité. Ils ont demandé une réunion d'urgence. Il y a un mécanisme par lequel la question est renvoyée automatiquement à l'Assemblée générale pour voter la résolution, donc pour exécuter cette décision. Si vous avez plus de 190 États qui votent pour cette résolution, en demandant un cessez-le-feu, c'est ce que l'Algérie demande, je crois qu'il y a quand même une force morale, même si les résolutions de l'Assemblée générale n'ont pas de force obligatoire.
Je vais vous donner un exemple. En 1974, on a eu le même problème. Oui. Et l'Afrique du Sud, en raison de sa politique d'apartheid à l'époque, avait été suspendue de l'Organisation des Nations Unies. Absolument. C'est ce qui serait, dans un monde idéal, on souhaiterait une exclusion ou une suspension. Et même, je vais aller plus loin, dire que l'autorité palestinienne qui a un statut d'observateur serait peut-être admise en tant que membre permanent de la communauté internationale. Alors, pour répondre à la question, nous sommes dans une situation où on attend. Un rapport doit être soumis par l'entité sioniste le 27 février et on va voir ce qu'ils vont faire. C'est la première fois que la Cour, qui est une cour quand même, il faut aussi mentionner ça, qui fonctionne très 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 lentement et c'est vraiment léthargique, mais la réactivité avec laquelle la Cour a donc réagi à la requête des Sud-Africains le 29 décembre. Il y a eu l'audience du 11 janvier, un délibéré le 27 janvier et l'exécution qui est attendue pour le 27 février. Donc je crois que la Cour prend cette affaire très au sérieux. C'est la 4e affaire qui est portée devant cette instance concernant la Convention du génocide de 1948. Il y a eu la Bosnie contre la Serbie, la Gambie contre le Myanmar, il y a eu l'Ukraine contre la Russie il y a 2 ans, et puis il y a eu celle-là. C'est la première fois qu'Israël est porté devant. Je crois que c'est extraordinaire et je crois que pour nous, les juristes, c'est important. La Cour a créé un forum pour la première fois où les Israéliens ont dû donner des explications au monde entier. Nous avons des menaces depuis 72 heures des plus grands décideurs, même du Premier ministre israélien, que la prochaine étape, ça va être Rafah. Vous avez 1,5 million de Palestiniens sur une bande de 3 kilomètres qui était à l'origine pour 200 000 habitants, qui ont le dos au mur en attendant d'être exterminés. Donc c'est vrai qu'ils ne font pas cas. Je crois que les yeux du monde sont braqués sur eux maintenant. Tout le monde a tout compris. Les Européens, je crois qu'ils font très très attention à ce qu'ils font parce que ça peut se retourner contre eux. Les Américains aussi. Il y a une bataille rangée pour avoir un cessez-le-feu. Mais disons que ces gouvernements ont soutenu et continuent à soutenir sans condition Israël. Aux États-Unis, vous avez une élection présidentielle qui passe son plein déjà depuis quelques semaines maintenant, et que c'est toujours un problème. Il y a un lobby juif qui est très très puissant. Aux États-Unis, nous sommes en train de nous organiser en tant que communauté arabo-musulmane américaine pour essayer de contrecarrer cette narrative. C'est très très difficile parce qu'ils sont très puissants, ils ont beaucoup d'argent, ils financent toutes ces campagnes. Mais aussi les Européens ont un rôle à jouer. Ils ne l'ont pas fait. Et c'est les Palestiniens qui ont payé. Vous avez 30 000 personnes qui ont été tuées, dont 10 000 enfants. Je suis personnellement à court d'adjectifs, de superlatifs. Celui qui vient à l'esprit, c'est apocalyptique. J'ai une déclaration qui a été faite, qu'on ne cite pas souvent, mais je voulais la citer parce qu'on cite souvent Yoav Gallant, le ministre de la Défense, mais le 17 novembre, selon le quotidien Haaretz, le ministre de l'Intérieur israélien Eli Zapp déclaré à propos de Gaza, le but de cette opération est de renvoyer Gaza au Moyen-Âge. Alors seulement nous serons tranquilles pour 40 ans. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est le Moyen-Âge, c'est médiéval ce qui se passe. La famine, qui est un instrument de guerre qui a ressurgi, parce que nous l'avons vu dans les années 90, mais à Gaza, il y a eu des déclarations génocidaires des décideurs israéliens, parce qu'il n'y a pas de génocide sans intention. Et ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est les déclarations explicites par les décideurs israéliens au plus haut niveau, président, premier ministre, ministre de la Défense, pour dire ce qu'ils allaient faire. Pour nous, les juristes, les avocats internationaux, c'est très bien parce qu'on veut qu'ils continuent à parler de cette façon. C'est comme ça qu'on met sur pied une affaire de génocide. Il nous faut un acte. Pardonnez-moi, est-ce qu'il ne vous semble pas, j'abonde dans votre sens, est-ce qu'il ne vous semble pas que la Cour internationale de justice a mis une armée génocidaire en état de contrôle en lui demandant non pas de cesser, mais de prévenir les futures opérations génocidaires? Il y a eu, c'est vrai, beaucoup de critiques concernant la Cour, disant qu'ils n'ont pas demandé un cessez-le-feu d'abord. Les mesures conservatrices sont très cohérentes et concrètes. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, ils n'ont pas demandé un cessez-le-feu parce que demander un cessez-le-feu est un acte politique. La Cour est une instance judiciaire. Ils auraient demandé un cessez-le-feu, ils auraient attaché les mains à une partie, un État souverain, donc signataire de la Convention 1948 sur le génocide, mais de l'autre côté, il y a un État, il y a un acteur non étatique, Hamas, et les autres groupes
armée de résistance. Donc ils ne peuvent pas imposer un cessez-le-feu à l'autre partie. Donc c'est pour ça qu'ils ont... Ensuite, un cessez-le-feu aurait été balayé par les Israéliens, ce qui aurait pu endommager la réputation du tribunal. Donc ils sont restés un peu loin de ça. Mais ils ont demandé à ce que Israël arrête de tuer les Palestiniens et prévient tout autre acte de génocide. La Cour ne s'est pas prononcée sur le fond. Ça, c'est une autre procédure qui va venir plus tard. Mais pour les besoins des mesures conservatoires, la Cour a trouvé qu'il y avait une plausibilité d'actes génocidaires de caractère et d'intention. Et c'est pour ça qu'ils ont en fait prononcé ces mesures conservatoires. Donc reconnaître de façon prudente ou à demi-mot qu'il y a des génocides, qu'il y a eu génocide. Tout à fait. Qu'il y a un risque de génocide. C'est un cas extraordinaire. J'ai travaillé sur le génocide des Rohingyas. Les décideurs et les militaires, les officiers de sécurité birmans n'ont pas dit ce que les Israéliens ont dit. C'est vrai que l'instrument qu'ils ont utilisé était effroyable. Ils ont utilisé le viol des femmes des Rohingyas. Voilà, on l'a vu en Bosnie contre les Bosniaques musulmanes et les Croates, et surtout au Rwanda contre les Tutsis. Mais ici, ils se sont pas gênés. C'est-à-dire que dès le début, depuis le 7 octobre, quand vous avez Yoav Gallant qui dit qu'on va tout couper, on va couper l'électricité, le fuel, et on va traiter ces animaux accordingly, c'est-à-dire comme il se doit. Aujourd'hui, il y a des anciens officiels israéliens qui sont en train de dire que c'est une catastrophe que nous ayons des dirigeants pour en arriver là. Ils se sont creusés eux-mêmes une tombe. Pour nous, c'est très très bien pour les juristes parce que c'est encore une fois, c'est comme ça qu'on monte une affaire en génocide devant une instance ou un tribunal. Cette guerre contre la bande de Gaza va constituer un précédent en ce sens où les homicides illégaux piétinent le droit international relatif aux droits humains. L'accès à la nourriture est utilisé comme une arme. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a, dans une déclaration récente, déclaré que 100 000 habitants de Gaza sont soit morts, soit blessés, soit portés disparus, ou présumés morts. C'est un état de fait qui aujourd'hui foule aux pieds les règles les plus élémentaires du droit international et qui subsiste et qui perdure. Ça va constituer un précédent, je le disais tout à l'heure, en ce sens où tout État pourrait se croire dorénavant tout permis. Je ne pense pas. Vous avez affaire, comme on dit, pour reprendre une expression qu'on utilise en relations internationales, un État voyou qui s'est toujours comporté au-delà des dispositions du droit international et qui est soutenu par des grandes puissances. C'est ça. En premier lieu, les États-Unis. Absolument. Et aux États-Unis, je ne parle pas de la Maison Blanche ou des affaires étrangères. Je parle de ce lobby qui est d'une puissance extraordinaire. Je parle des membres du Congrès et du Sénat qui sont financés, dont leur campagne est financée par ce lobby juif, parce que vous parlez en fait d'une petite nation de 7 millions d'habitants qui a tenu maintenant le monde en otage. Et donc c'est ça le problème. Je ne pense pas que Gaza, au contraire, Gaza est devenue la capitale du monde. Gaza nous a permis à nous de pouvoir nous exprimer, d'écrire, de dire le droit. Le cœur du monde bat pour Gaza. Vous voyez, il y a des manifestations tous les jours. Et donc, non, précédent, mais dans le bon sens, je vais dire. Gaza va créer pour nous un précédent extraordinaire parce qu'ils ont permis de remettre sur la table d'abord la question palestinienne dans les schémas du droit international, mais aussi de remettre en cause beaucoup de choses. Ce rapport Sud-Nord, quand vous avez l'Afrique du Sud, pourquoi l'Afrique du Sud se soucierait des Palestiniens? Il n'y a pas de proximité géographique, il n'y a pas. Oui, mais l'ANC, historiquement, a toujours été proche de la question palestinienne. Donc, pour que l'Afrique du Sud aujourd'hui prend les devants et vienne intenter une action comme celle-ci, il faut un courage politique extraordinaire. Madame Jaouida Siassi, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé cet entretien à partir de Doha. Vous êtes présente pour plaider en faveur des Palestiniens, je présume. Oui, tout à fait. C'est une rencontre concernant la sécurité alimentaire d'un point de vue des droits de l'homme. Et donc, Gaza est le sujet au cœur de cette rencontre. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi. Jaouida Siassi est avocate algérienne, membre des barreaux de New York et Washington, spécialisée dans les litiges et l'arbitrage international en lien avec la protection des droits de l'homme et la poursuite des crimes de guerre et du génocide. Et elle était avec nous à partir de Doha.
La déchéance humaine s'accroît au rythme des massacres. Les instances internationales, paralysées par des politiques perverties, détournent le regard. Bientôt, l'on demandera à cette entité génocidaire d'aller plus vite dans sa sale besogne. Que l'on en finisse, imploreront les traîtres, habiles de la traite de l'humanité. تحية إلى كل ما زال له ضمير حي، إلى كل من يحمل صفة الإنسانية. تراجعوا وخذوا مواقف شريفة، خذوا مواقف التي تتحدثون عنها ولا تؤمنون بها. أنتم الذين صنعتم حقوق الإنسان، وأنتم الذين شكلتم الأمم المتحدة، وأنتم الذين شكلتم مجلس الأمن، وأنتم الذين وضعتم كل القوانين الإنسانية بعد أن حطمتم الإنسان. لكم دينكم ولي دين، لكم أرضكم ولي أرضي، لكم وطنكم ولي وطني، لكم علمكم ولي علمي. La plus haute juridiction de l'ONU appelle Israël, cet immonde occupant, à faire tout son possible pour empêcher tout acte de génocide dans la bande de Gaza. L'État d'Israël prendra toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre un génocide à l'égard du peuple palestinien dans la bande de Gaza. 16 votes contre 1. L'on découvre par le propos une justice tétanisée, jouant sur les mots, butant sur ses verdicts, surfant sur les cadavres démembrés de Palestiniens, des corps enfuis à la hâte par ces milices terroristes qualifiées pompeusement d'armées, entassées dans des charniers boueux, ligotés, les poignets attachés dans le dos. ولا يزال أرضنا ولو دمرونا وقتلونا حتضل أرضنا. دولة إسرائيل انتهبت أراضينا وأخذت مالنا وأخذت حالنا وما خلتش ولا حاجة إلنا. أنت حطيت 1,000,000 كيلو متفجرات على مربع أصغر مربع في العالم. 350 كيلومتر غزة كلها. كل غزة من السلك للسلك 350 كيلومتر. 1,000,000 كيلو متفجرات حطيت فيها. طائرات استطلاع، دبابات، عمليات إنزال، طائرات F-16. وزن القنبلة الواحدة 1.5 طن على البيت. ليش؟ Le crime de guerre n'est-il pas bien là? Crédules, nous attendons un communiqué du Conseil des droits de l'homme condamnant l'exécution à bout touchant de 3 Palestiniens blessés, âgés de 14, 19 et 24 ans, à l'intérieur même de l'hôpital de Jénine. Et l'on se dit alors, les territoires occupés sont en effet bien loin de Genève. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé évoque un risque de famine au moment où des enfants palestiniens, déjà affamés, se nourrissent d'herbes folles. Des journalistes s'effondrent d'épuisement et de faim face aux caméras. Et nous attendons, impuissants, fatigués et révoltés par cette incapacité qui nous fait honte. ولسان شعبي يقول إني أتبعثر حبات من قمح تنبت في هذه الأرض سنابل وأعيش ألملم كل جياع الأرض وأجعل من عود القمح مقاتل. Ont participé à ce programme Alain Deneuve, spécialiste en armement, en stratégie militaire, analyste auprès de l'Institut Royal Supérieur de Défense et de Sécurité de Bruxelles. Georges Martin, diplomate suisse. Jawida Siessi, avocate algérienne, membre des barreaux de New York et de Washington. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Lakhdar, coordonnée par Sami Haheli. Mariam Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 16h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.